Merci d'être là aujourd'hui. Tu as donc fondé l'agence Les Sismos en 1997 avec Frédéric Lecourt. Un des axes majeurs de votre engagement au sein de l'agence est le prendre soin des individus, le prendre soin des piliers de la démocratie et le prendre soin des milieux naturels. Voilà, tu as fait un travail magnifique pour la capitale en t'associant au Collégium de la République du Design et surtout en construisant avec tes équipes de la maison POC dédiée aux soins au Caire. Et voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup Caroline, merci Lee, Philippe pour votre invitation. Euh, alors, est-ce que vous voyez mon écran? Donc oui, les Sismos aujourd'hui, c'est un collectif de personnalités, de compétences, de lieux, mais aussi d'outils, qui à l'origine est basé vraiment sur un savoir-faire classique des métiers du design, hein, que ce soit de la conception de produits, d'espaces ou de services, mais aussi du numérique. Et on a développé il y a 4 ans un nouveau programme qui s'appelle Design with Care, avec une philosophe reconnue en France qui s'appelle Cynthia Fleury, notamment pour une question assez simple qui était de se demander comment l'éthique pouvait intervenir dans les réponses qu'on nous posait, qui étaient de plus en plus complexes. Donc là, je me situe effectivement à la commanderie. Je vous fais une petite visite, mais alors vraiment super rapide, qui est en fait un bâtiment du XIIe siècle que nous avons investi il y a maintenant presque 10 ans pour développer autour de Sismo et d'une association qui s'appelle Hospitalitas cette idée du design with care. Donc le principe fondamental du care, c'est vraiment de se pencher sur les vulnérabilités des environnements sur lesquels on travaille, et de voir comment ces vulnérabilités, plutôt que d'être des points critiques de faiblesse, sont en fait des points de force et permettent de rendre l'ensemble des organisations ou des collectifs avec et pour lesquels on travaille, de les rendre capacitaires. C'est pas une histoire qui date du travail qu'on peut faire, hein. Il faut se souvenir notamment d'un lien très fort entre William Morris à la fin du 19e siècle en Angleterre et Friedrich Engels, le philosophe, qui avait créé ensemble la Ligue socialiste. Et ce travail entre les humanités et le design, s'est perpétué en fait dans toute l'histoire du design. Et c'est bon de se le rappeler parfois, notamment lors des grandes crises systémiques, qu'elles soient sanitaires, économiques, les guerres. Et on a des images qui peuvent nous venir dans le domaine de la santé, comme le fauteuil d'Alvar Aalto, qui était destiné pour un sanatorium à l'origine, mais aussi les attelles de IMSS ou Papanec lors de la grande crise énergétique. Il y a eu beaucoup de prises de position de designers pour essayer justement de redonner cet espoir pendant ces grandes crises. Alors aujourd'hui, l'écosystème qu'on a créé autour du design with care et de la philosophie et de l'éthique, c'est un écosystème qui est très vaste et qui, je voulais vous le partager, a un point dur qui est le volant académique, ce qui nous semble absolument aujourd'hui critique pour arriver à avancer de façon sereine sur les projets, pour être dans un cadre qui soit un cadre scientifique et académique et pas un cadre qui soit juste celui de l'intuition et de la création, même s'il a toute sa valeur, mais de façon complémentaire. Donc on a développé depuis 4 ans un séminaire que vous pouvez consulter en ligne qui s'appelle le séminaire Design with Care, avec de nombreux intervenants sur ces sujets. On a une thèse aussi sur cette approche avec Caroline Jobin. On a des projets très concrets qui nous permettent de mettre à l'épreuve un petit peu ce côté plus réflexif et académique. Alors pas mal dans les univers de la santé, comme les urgences à l'hôpital, mais aussi dans des univers de la santé liés à la psychiatrie. Vous savez sans doute que la psychiatrie a toujours été un environnement qui était un miroir assez féroce de ce qui se passe dans la société. Donc on travaille pour l'instant notamment sur le principe de créer un protocole médical autour de la contention volontaire. Est-ce qu'on peut laisser une forme de liberté à ces patients gravement malades pour pouvoir eux-mêmes décider du moment de la contention avant que ça devienne une violence faite à l'individu? Et c'est un
un travail qui vraiment dit beaucoup de notre rapport à la société. Et puis, nous avons aussi, toute une chaire doctorale avec beaucoup d'approches différentes sur ces sujets et une frise que je vous présenterai un peu plus tard. Alors, ce qui a changé l'exposition que nous avons fait, tous ensemble, lors de la capitale mondiale, sous l'égide de Caroline, ça a vraiment été de se dire, finalement, en choisissant, 50 projets liés à cette problématique du prendre soin, on s'est rendu compte que, chaque projet en soi pouvait avoir, un intérêt, certes, que cet intérêt pouvait être extrêmement ambitieux ou extrêmement, minime mais précis et que finalement, ce qui représentait l'intérêt global, c'était le lien que créait, l'ensemble de ces projets et en quoi ils dessinaient ce qu'on a appelé un climat de soins. En quoi finalement, c'est le lien que le designer arrive à mettre entre tous ces projets qui permet de créer ce climat de soins. Alors, il y a 3 grandes thématiques principales. Je ne vais pas vous présenter tous les projets, vous pouvez les retrouver en ligne, sur le site de l'exposition et bien ailleurs. Mais juste, cette articulation entre ces 3 sphères, du prendre soin nous semble absolument, critique, et absolument importante pour, redonner cet espoir qu'on cherche. Le premier, c'est le soin à la santé des individus. Bien sûr, quand on parle de care et de soins, on pense tout de suite, plutôt à l'environnement hospitalier. Donc il y a effectivement énormément de choses qui ont été faites. Je vous citerai par exemple, l'image que vous avez en haut à droite, qui est un très beau, plan urbanistique qui a été fait, dans le cadre d'un laboratoire, d'innovation, au GHU Sainte-Anne, qui est un établissement, psychiatrique et qui redéfinit, une cartographie, selon les besoins et les attentes des patients et bien sûr les attentes des patients, dans ces univers ne sont pas forcément, d'aller trouver, quel est, le vendeur de télé le plus proche ou, en combien de temps on va arriver, au plus vite à tel ou tel endroit, mais c'est plutôt, de mettre en valeur, par exemple, un parcours où, il y a de moins possibles d'agressions urbaines liées au bruit, un parcours où, la partie, de l'environnement naturel est très forte, un parcours où on peut aussi, se mettre dans des coins, se mettre en retrait et ça redéfinit toute une vision de la ville par, cette vulnérabilité et cette vision de la ville, on s'aperçoit qu'elle a de la valeur pour tous, en fait, pas simplement pour, les patients et les acteurs qui ont considéré ce travail. La deuxième partie, c'est le soin à la société. Alors le soin à la société, il est important à penser sous les 3 angles des piliers de la démocratie, hein, qui sont quand même, aujourd'hui, hein, aussi en fragilité, hein, que peuvent être l'éducation, la santé et la justice. Il y a nombreux projets, dans ce sens-là. Caroline nous a parlé de la Maison des femmes tout à l'heure, mais on peut parler aussi, par exemple, dans le domaine de la justice, d'une très belle initiative qui s'appelle les Surligneurs, qui est un collectif d'enseignants-chercheurs et mis en œuvre par des designers, qui permet de décrypter la parole publique sous l'angle du droit, et d'aller, faire comprendre de façon accessible quel enjeu autour du droit se joue quand, telle ou telle politique ou personnalité prend la parole sur tel ou tel sujet. Et puis le troisième pilier, bien sûr, c'est le soin, au milieu naturel. Donc ce soin en milieu naturel, aujourd'hui, nous, notre conviction, c'est de voir comment on peut, aussi, j'allais dire, dans le lien qui est fait aujourd'hui autour de l'écophilosophie, hein, que vous connaissez peut-être, dont il y a des très bons représentants, notamment en France, et en Europe. Comment on peut, aider par le design à faire de la conciliation avec le vivant, c'est-à-dire retravailler avec ces problématiques du vivant, réinventer des imaginaires, qui arrêtent de mettre, une notion de nature qui serait à distance de nous, mais qui nous réintroduit dans un vivant, qui a une valeur partout, autant la nôtre, que celle de tout être vivant. On peut penser au très beau travail, par exemple, d'Élise Morin, que vous voyez en haut, sur la gauche, qui est une artiste et designer, qui travaille avec le CNRS sur ce qu'elle appelle des plantes alertes, c'est-à-dire, des plantes qui seraient capables de changer de couleur et de graphisme lorsqu'elles sont, notamment posées dans des endroits, qui auront été pollués pour de nombreux siècles, comme par exemple, cette plante qu'elle a pu implanter dans la forêt rouge, juste à proximité de Tchernobyl, où elle fait cet essai, de plante alerte plutôt qu'une signalétique, qui de toute façon va se détériorer et qui n'aurait de sens que pour, le vivant humain.
peut-être que la plante alerte pourrait à terme prendre du sens aussi pour tous les autres êtres vivants qui vivent dans ce lieu. Alors finalement, ce climat de soins, et c'est important, il nous montre quand même qu'il y a un dysfonctionnement qui est général, hein, qui est vraiment universel. Et que ce dysfonctionnement, et ben, cette vulnérabilité, elle est très fractale. C'est-à-dire qu'elle parle à la fois du découplage de l'état de droit et de l'état social, elle parle du désinvestissement du politique, elle parle de la solidarité en berne. Et finalement, c'est reconnaître cela et le faire reconnaître par les acteurs, c'est déjà un moyen d'identifier, ce qu'on pourrait appeler les hotspots de la vulnérabilité, c'est-à-dire les lieux, sur lesquels, les principes de vulnérabilité ont été vraiment mis à défaut et pour lesquels un certain nombre de collectifs, designers et autres, se sont pris en main pour, trouver des solutions, pour, redonner ce sentiment capacitaire. Et j'insiste aussi sur le fait que par-delà le fait, de projets, collectifs, je pense que le designer peut avoir aussi l'ambition de voir comment ça peut faire évoluer, des normes environnementales, des normes sociales ou économiques, tant au niveau local qu'au niveau international. Et ça me semble très important de voir comment, aussi nous, designers, on peut, s'impliquer, dans ce type de choix et de transformation. Alors très rapidement et pour, finir, aujourd'hui, là je vous parle d'un bâtiment qui a 800 ans. La question qu'on se pose, c'est vraiment de se dire, bah, finalement, le travail qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait qu'il serait encore, perceptible, utile dans 800 ans? C'est une dimension temporelle avec laquelle, nous n'avons pas l'habitude de travailler. Pourtant, c'est une dimension qui amène un certain nombre de postures, notamment sur le fait de travailler sur des choses qui peuvent nous dépasser, qui peuvent, à la fois nous survivre, mais aussi, évoluer, être transformées, être, restaurées. Et cette idée de restauration, elle nous semble vraiment, clé. Donc le premier outil que j'avais envie de vous présenter, c'est une frise qu'on a appelée la frise du Verstollen, qui est, un nom allemand qu'on a volontairement utilisé et qui dit vraiment ce qui ne peut nous être volé. C'est-à-dire que dans tout, l'histoire chronologique du lien entre le design, entre la philosophie politique, entre les solutions qui sont apportées, il y a à chaque fois eu une forme de réponse des designers, une forme d'engagement des designers qui a montré que c'était possible d'agir à tel ou tel, endroit. Donc cette frise, la première chose, sa première, j'allais dire qualité, c'est qu'elle est à l'échelle du corps. C'est une très grande frise qui montre, bah, finalement qu'il faut aussi savoir, peut-être, ces projets, dans les projets qu'on fait au présent, accepter, ce qu'on pourrait appeler un présent élargi. C'est-à-dire accepter que, on vient d'une histoire, commune, qu'on vient d'une histoire qui, effectivement a pu à un moment beaucoup abîmer, mais qu'on ne peut pas renoncer à restaurer cette histoire, qu'on ne peut pas renoncer à se dire que cela, n'existe pas et que c'est que le lendemain qui va chanter. Il faut aussi s'inscrire là-dedans et ce projet est de voir comment, les gens avec lesquels on travaille, mais aussi le public de l'exposition, pour cette image, peut, elle aussi, inscrire les moments forts auxquels elle pense, qui ont marqué à la fois sa dimension intime, mais aussi, sa dimension de perception sociale, de perception politique et sa dimension, collective et de création. Qu'est-ce qui s'est passé à tel moment de ma vie et comment j'ai pu y réagir par des modes de création, comment je suis sensible à certains projets de designer qui ont pu être faits, dans ce dernier siècle, qui me donnent aussi l'envie et la capacité, de me mettre, en chemin, pour, transformer ça. La deuxième chose, c'est, une grande cartographie qui est une espèce de représentation à la fois analytique et graphique, qui permet sur un sujet alors ça, au départ, on a créé cette cartographie notamment dans des environnements, d'entreprises très classiques, hein, de très grandes industries, pour essayer de faire réagir et réfléchir, les dirigeants à la manière dont, effectivement était perçue une forme de cohérence, interne à l'entreprise, hein, qu'est-ce qui fait que, je peux avoir, à certains moments de ma chaîne de valeur, bah, finalement une implication, sur tous ces éléments de vulnérabilité qui est plutôt bonne, mais qui va se dégrader fortement à d'autres moments et on ne sait pas vraiment pourquoi.
Donc c'est cette ligne du milieu avec cette confrontation entre les parties vertes qui sont plutôt positives et les parties rouges qui sont plutôt des choses à régler, on va dire. Mais surtout, ce qui a du sens, c'est qu'on met toute cette approche interne au vu de données justement académiques et scientifiques qui peuvent être par exemple des éléments du GIEC, qui peuvent être par exemple les ODD de l'ONU et qui permettent aussi à l'organisation de défocaliser, j'allais dire, de son nombril et de voir que ce qui peut être parfois vécu comme étant quelque chose de plutôt bien réalisé en termes de développement durable, par exemple, dans l'entreprise, se met complètement en biais d'une réalité scientifique sur les limites environnementales d'un côté et sur les limites sociales de l'autre. On peut se référer aussi, dans ce sens-là, pour pratiquer ce travail, à la théorie du donut, hein, qui a été développée par une économiste qui s'appelle Raworth et qui valide le fait de voir comment on peut créer un espace sûr et juste entre ce qu'elle appelle un plafond environnemental. On sait les limites planétaires, c'est notre plafond environnemental, et un plancher social. On sait aussi les limites sociétales qui nous permettent de rester dans un mode démocratique, d'être dans un mode de soins avec les acteurs avec lesquels on travaille, mais aussi de l'environnement proche ou plus lointain dans lequel on va évoluer. Peut-être précision ou témoignage, c'est un travail qui est extrêmement j'allais dire, dur à entendre pour ces dirigeants de grandes entreprises, mais en même temps qui vient réveiller tout l'activisme individuel qu'il peut y avoir dans ces organisations, puisque aujourd'hui, on a vraiment d'un côté le classique mode pyramidal hiérarchique des entreprises, mais qui vient s'imbriquer avec ce mode d'activisme des individus dans l'entreprise ou dans les organisations. Et je dis bien s'imbriquer. Je pense que l'objectif pour arriver à réussir ces transformations n'est pas de dire que l'on va renverser la table et casser la pyramide, mais de montrer qu'est-ce que tout le monde a à gagner à imbriquer cet activisme. Et puis, dernière chose, on a une grosse étude actuellement sur les proof of care avec Cynthia Fleury, qui est une évolution que nous avons proposée académiquement au proof of concept, hein, qui est ces fameux POC de la capitale mondiale, qui sont là pour prouver que le concept qui est proposé fonctionne, le concept de résolution d'une problématique fonctionne. Et notre pari est de dire qu'on pourrait aller un cran plus loin. Il faut savoir que cette idée de POC, elle est née dans les années 60 à la NASA, donc avec une appréciation très technologique de la maturité d'une solution. Et nous, il nous semble intéressant pour aussi ce témoignage autour de l'espoir, de créer ces proof of care qui vont être capables de prouver que ce concept est aussi vecteur de soins, créateur de soins, pour les piliers dont je vous ai parlé, démocratie, environnement et milieu naturel et individuel. Donc ces proof of care, on se rend compte que ce qu'il faut calculer, c'est bien sûr l'impact de la solution, que ce soit un objet, un service ou tous les beaux projets qu'on a pu voir précédemment, mais aussi comment cette preuve de soin permet aux acteurs concernés de se sentir à nouveau capacitaires. Le mode d'encapacitation, le mode de rendre la capacité aux gens de se sentir proches d'une solution pour les environnements dans lesquels ils sont, nous semble absolument clé. Et bien sûr, si possible, de créer des externalités positives qui dépassent les projets en eux-mêmes. Voilà, j'ai essayé de faire assez rapidement, mais voilà, je voulais vraiment vous partager cette idée clé pour nous du design with care et des proof of care. Et je redonne la parole à Caroline en la remerciant à nouveau. Merci Antoine. Je ne sais pas si Caroline est là, mais merci pour cette présentation inspirante. Maintenant, passer à Pauline Espérant,